Bonjour à tous, il me fait un grand plaisir d'avoir aujourd'hui sur la chaîne de IPA, l'Association internationale des hyperpolyglottes, un membre depuis dès le départ presque, Dimitris Polychronopoulos, qui est parti aux États-Unis, Grèce et Norvège. Un homme très multidimensionnel, un homme qui a fait beaucoup de choses auprès des langues, mais aussi d'ailleurs. Alors, je te souhaite la bienvenue, Dimitris. Merci. C'est mon plaisir d'être ici aujourd'hui et je suis super content d'avoir cette occasion pour parler un peu. Merci Ousmane pour l'invitation. Hein, le plaisir est à moi. D'abord, on peut parler un peu des langues que tu parles actuellement. Et après, on pourrait parler un peu de pourquoi tu parles autant de langues. Alors, Les langues sont l'anglais, grec et français, le français, l'italien, la russe, l'espagnol, le mandarin et le néerlandais, le norvégien, et puis quelques autres langues, et le portugais, et puis quelques autres langues aussi, mais pas si fort comme ça. Ce sont mes langues les plus fortes, et puis les autres après. et pourquoi? Euh, Quelle est l'histoire? et pourquoi? L'histoire, je suis né aux États-Unis, et puis j'ai commencé avec le grec déjà comme une langue de la famille. Il y avait ma grand-mère de la Grèce qui habitait chez nous quand j'étais tout petit. Et puis, il y avait une école grecque aussi aux États-Unis que j'ai assisté. Et puis, j'avais commencé avec la langue française au lycée. Et mes deux meilleurs amis, c'était des Français quand j'avais 16 ans au lycée. Et il y avait un Vendéen en Corse qui a étudié pendant une période à notre lycée. Et j'ai fini mes études là et j'ai voyagé 2 fois en France avant de m'installer pour faire un semestre d'études en France. Il y avait un programme avec Glasnost et Perestroïka pour aller dans l'Union soviétique. Donc, j'y suis allé là aussi. J'avais commencé à 17 ans avec l'italien. Puis, j'ai fini mes études là et je me suis installé en Taïwan. Et où j'avais commencé avec le mandarin. J'étais un instituteur d'anglais euh, à Kaohsiung, dans le sud-ouest de l'île. Et puis, je suis parti pour Manille pour faire ma première maîtrise. C'était en études internationales. J'ai commencé un peu avec le tagalog et puis avec le Bahasa Malaysia et le Bahasa Indonesia. Et puis, j'ai voyagé beaucoup pendant 5 ans dans l'Orient. Euh, Par exemple, Mongolie et la Corée, et Laos et Birmanie, Cambodge et Vietnam et des autres pays. Et puis, je me suis installé en Grèce. J'ai la double nationalité américaine et grecque. Donc, j'ai commencé à travailler comme accompagnateur touristique en Grèce et j'ai commencé à étudier le turc pour accompagner les groupes entre la Grèce et la Turquie. Et puis, j'ai commencé à travailler aussi dans le même boulot en Italie, et puis en Espagne, et puis en Costa Rica. Donc, j'ai eu des opportunités pour utiliser mes langues dans ces milieux-là. Et puis, pour un hobby, on dit en français la glisse nautique aérotractée, mais plutôt on dit le kiteboarding. Donc, Mhm. j'étais au Brésil pour pratiquer ça. Donc, et puis en Espagne pour travailler à Barcelone. Donc, j'avais pris un cours intensif d'une semaine de la langue catalane et j'avais Teach Yourself Portuguese pour apprendre le portugais pendant que j'étais euh, avec mes 2 séjours au Brésil. Et puis un cours de langue en Allemagne. J'avais quitté la Grèce après la crise pour m'installer aux îles Canaries en Espagne. Et à cette époque-là, je suis parti pour 5 semaines en Allemagne pour un cours intensif dans la langue flamande. Et puis, j'ai commencé avec le néerlandais et le norvégien. Éventuellement, je suis installé ici en Norvège. J'ai fait ma deuxième maîtrise ici.
pendant mes études, je suis allé pour prendre la résidence permanente et je vais émigrer ici en Norvège. Donc, après 2 ans, je crois, que j'ai la possibilité de prendre la nationalité norvégienne. Donc, euh, comme candidature touristique, j'ai été envoyé aussi en Lituanie, Lettonie, Estonie et Finlande. Donc, j'ai joué un peu avec des langues comme ça. Euh, j'ai organisé un congrès interculturel à Dublin City University à Dublin il y a 3 ans. Et puis, c'était pour la Société d'éducation et recherche interculturelle. Et j'ai ensemblé un jeu pour la culture norvégienne, pour les immigrants et ça s'appelle Hmm. Diversify. Donc, Diversify, c'est avec Agnes Bamfour, on a créé un jeu pour les immigrants ou les expats ou les personnes d'affaires qui vont faire des affaires avec les Norvégiens et pour les Norvégiens qui puissent discuter alors avec les étrangers euh, sur la culture et les habitudes. Et comme ça, dans un ambiance avec un jeu, ça peut être plus facile à avoir des conversations. Ça existe pour plusieurs pays, donc on a décidé de créer une version pour la Norvège aussi. Et puis, après ça, j'ai aussi pris un entraînement comme entraîneur interculturel pour aider des personnes qui vont s'installer en Norvège. Et puis aussi des Norvégiens qui vont partir pour autre pays. Normalement, ce sont des personnes et leurs familles qui vont partir pour une période entre 12 mois et 36 mois. Et, et de temps en temps, je peux utiliser mon portugais pour ce boulot parce que il y a des gens plutôt du Brésil qui travaillent dans l'industrie du pétrole, qui ont du travail à faire ici avec leur famille, qui leur accompagnent. Donc, ça, c'est une bonne occasion d'exercer un peu mon portugais. Et j'ai aussi, de temps en temps, je travaille comme interprète entre le norvégien et les autres langues, par exemple le français, l'espagnol, l'italien et le grec. Et j'ai introduit un accélérateur ici à Oslo aussi. Ça Mhm. s'appelle la Founder Institute, ça vient de Silicon Valley. Donc, c'est l'accélérateur du monde le plus grand qui se concerne des phases pré-amorçage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore une telle somme d'investisseurs qui contribuent. Moins que 400 000 $ au moins Mhm. à cette phase-là. Et donc, on prépare maintenant la version virtuelle. On a fait trois groupes déjà depuis que j'ai commencé avec ça ici. Et le quatrième groupe va être virtuel. Et en plus, je suis en train de faire une collaboration avec le groupe à Francfort, en Allemagne, parce que on est deux personnes qui ont un intérêt dans l'espace de la langue et de la culture. Et donc, on veut aider cette fois-là les startups Mhm. dans ce milieu-là, dans les branches de la langue ou de la culture qui s'intéressent à, à, à faire un startup qui peut avoir une échelle à l'avenir. C'est fascinant parce qu'il y a plusieurs secteurs dont tu as travaillé, y compris le tourisme, y compris être interprète des jeux, le secteur pétrolier aussi indirectement, et en plus les startups et les technologies. Donc, parmi les secteurs là où tu as été engagé, quel secteur t'a intéressé le plus en termes de l'application de tes langues, l'application pratique de toutes les langues? Ouais. C'est une bonne question. Et une chose que j'ai fait aussi, j'étais un lecteur d'université dernièrement ici en Norvège. Donc, c'était vraiment un haut niveau pour tester mon norvégien comme jamais. Donc, on avait des textes en norvégien et j'avais préparé des diapos en norvégien et j'avais présenté le matériel en norvégien.
Et puis, j'avais jugé les papiers écrits, les examens écrits en norvégien. Donc ça, c'était vraiment difficile pour moi. Surtout les présentations. Tout le reste, c'était pas si difficile, mais les présentations, c'était vraiment... c'est autre chose de parler ou d'avoir une conversation ou d'être interprète pendant 1 heure, 3 heures, mais de faire un acteur à ce niveau-là, c'est pas si facile. Mais si on parle de ce que j'aime bien comme interprète, c'est toujours fascinant parce qu'il y a plein de milieux. Par exemple, il y avait une famille de la Grèce. Ils ont déjà eu l'expérience d'être immigrants de l'Albanie pour la Grèce. Et un garçon de 9 ans, celui-là, il a été né en Grèce. Et puis, leur famille a émigré de la Grèce pour la Norvège. Donc, ils m'ont pris comme interprète pour le cas de vraiment de voir quelles sont les capacités de ces jeunes garçons. Et donc, à propos de la mathématique, la géographie, l'anatomie, etc. Et puis la logique, et puis quelques minutes en anglais pour savoir s'ils parlent anglais, à quel niveau aussi. Donc, tout était en grec et le norvégien. Donc, j'ai fait l'interprète entre le grec et le norvégien pendant 3 heures. Et c'était fascinant à voir comment la société norvégienne fonctionne pour l'intégration des immigrants, par exemple. Mais des autres expériences peuvent être plus stressantes. Il y avait un autre exemple, il y avait un homme qui avait un fils de 17 ans et lui, il était de la République dominicaine et son fils n'était pas présent. Et puis, c'était là où c'était vraiment stressant parce que celui-là, il n'avait pas vraiment beaucoup d'éducation, donc il parlait mal aussi l'espagnol. Il n'avait pas vraiment un vocabulaire vraiment riche. Et puis, c'était difficile avec la situation parce que son fils avait des problèmes avec la criminalité ici en Norvège. Et il y avait la menace de l'envoyer, dès qu'il atteint l'âge de 18 ans, de l'envoyer en République dominicaine. Donc, ce n'est pas vraiment chouette d'être dans une situation comme interprète. Ça peut être stressant dans une situation comme ça, bien sûr. Mais il y a des expériences qui sont chouettes et des autres qui ne sont pas si chouettes. Comme j'habite ici en Norvège et de temps en temps, avant le COVID-19, j'avais l'habitude de voyager de temps en temps comme guide touristique ou comme accompagnateur touristique. Donc, j'ai utilisé les langues pour ça aussi. De temps en temps, j'ai eu un groupe en chinois ou en grec pour accompagner ici à Oslo. Mais normalement, j'avais accompagné un groupe pendant 10 jours dans un pays ou 1 semaine dans un pays. Donc, j'utilisais la langue du pays pour parler avec les clients aux hôtels, au restaurant, etc. Et puis avec une autre langue pour expliquer, pour donner l'histoire ou donner des détails de la logistique, etc. C'est fascinant. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que tu as appris beaucoup de langues dans un certain âge et après tu as continué. Cet âge est entre, disons, 15 et 25. Là, c'est un âge on n'est pas trop prêt à apprendre comme un vrai enfant qui est complètement flexible. Son cerveau est très plastique, mais malgré cela, on a quand même une capacité. Après 25 ans, ce n'est pas trop facile, mais à Hypia, j'ai remarqué que la plupart des membres suivent encore des cours de langue, ils continuent avec leur apprentissage, peu importe quel âge qu'ils ont. Donc, pour toi, est-ce que tu as noté une différence dans l'apprentissage ou la capacité d'apprendre des langues à ton âge maintenant ou avant ça, surtout après l'âge de 25 ans? As-tu trouvé une différence ou non?
Ah, c'est une bonne question parce que l'âge de 25 ans, j'avais mon expérience avec 6 langues et puis on peut dire 7 un peu parce que j'avais joué un peu avec la langue des signes quand j'avais D'accord. peut-être 20 ans ou quelque chose. Mais les 6 langues, ce sont l'espagnol, russe, mandarin, grec, français, anglais. Donc, après ça, avec le tagalog, ça allait bien. Et et puis, euh, et puis avec le Bahasa Malaysia. Donc, ça allait assez bien. Et puis avec le turc. Et puis, il n'y avait pas vraiment de problème pour absorber le catalan, pour fonctionner à Barcelone, et puis pour l'absorber aussi au Brésil. Euh, Ça dépend beaucoup de l'ambiance. Au Brésil, il n'y avait que des Brésiliens Oui. et il y avait seulement une personne qui parlait couramment l'anglais et deux, trois qui parlaient couramment l'espagnol. Et tout le reste dans le groupe des kitesurfers, c'était que des Brésiliens qui parlaient que bien le portugais. Mhm. Donc, il y avait beaucoup de force, beaucoup de force, si tu veux, ou on peut dire Il beaucoup de fallait se forcer. possibilités pour... Mhm. Ouais. Donc, ça aide beaucoup parce que s'il y a une ambiance si forte comme ça aide ça propelle un peu langue Mhm. à avoir un succès avec l'apprentissage. Mhm. Mais dans des autres cas, ça peut être plus difficile. Un exemple, c'est le norvégien. Je trouve que mon norvégien va beaucoup, beaucoup plus lentement que Mhm. des autres langues euh, parce que la société norvégienne fonctionne bien différent et parce que ce n'est pas la langue qu'on utilise chez nous aussi. Donc, c'est une langue que j'utilise dans les autres milieux, donc c'est moins naturel pour moi, mais j'ai réussi quand même à faire quelque chose avec cette langue, comme évidence. Mhm. Mhm. Bien sûr. Mais pas au niveau du confort et pas si rapidement que j'aurais atteint comme avant. Mais je crois que c'est plus une question de la société et ça, c'est une fonction des circonstances plutôt. D'accord, oui. C'est pas nécessairement endogène, c'est pas le caractère, c'est plutôt ces circonstances exogènes qui nous forcent à faire Ouais, un effort ou pas, c'est vrai. Et parlons ouais. des circonstances un peu. Tu as pu voir les derniers jours de l'Union soviétique apprendre le russe Ouais. dans un certain contexte. Ça, c'est très fascinant. Moi, je n'avais que 3 ans à l'époque de la dissolution, 5 ans, 1991. Mais toi, par contre, tu étais dans une phase très vive de ta vie, tu pourrais expérimenter. Alors, quelles sont les leçons ou les observations que tu as eues de cette époque-là, en voyageant là? Hmm. C'était fascinant pour moi. Et j'ai utilisé le français pour commencer avec le russe parce que j'étais à Bordeaux et j'ai visité les galeries Lafayette et j'ai compris la livrette Berlitz russe. Donc, je Mhm, l'ai acheté et puis je suis allé éventuellement à Prague. Euh, à la fin, j'étais à Prague et c'était de là que j'ai pris le train pour entrer. Donc, j'avais envoyé un télégramme à Tchenitsi, Oblast, Bukovina Oblast en Ukraine, mhm, où était la première famille de rencontres. Donc, j'avais 3 familles de rencontres pendant 3 mois. mhm, Donc, la première famille, c'était la mère. C'est la famille de la Marie. Grâce aux villes gemelles et tout ça. Donc, ça, c'était intéressant à voir parce que tout était nouveau pour moi. Mais puis, assez rapidement, comme j'avais appris des autres mots, euh, un des premiers mots que j'ai appris, c'était poustoy, mhm, c'est-à-dire que c'est vide. Donc, parce qu'il y avait beaucoup de magasins où il y avait presque rien mhm, à acheter. Donc, euh, mon vocabulaire aussi, j'avais plein de bouquins des gamins. Mon vocabulaire avançait avec des vocabulaires d'hiver ou des, des- des événements qui se passent avec la neige et tout ça. Mais
il y avait une autre expérience parce que j'avais troqué à $20 américains dans le train Mhm, euh, et j'avais pris une telle somme de roubles soviétiques. Donc, mon premier jour, la famille m'a dit, OK, vous avez 1 heure et puis on va se rencontrer ici mhm, et puis on va continuer, etc. Donc, j'avais 1 heure pour me balader, pour faire n'importe quoi. Et, et puis, j'ai vu une vieille femme qui, qui était en train de elle a voulu de l'argent, mais euh, j'avais j'avais pas quoi donner, donc j'avais donné, par exemple, 10 roubles. mhm, Et pour moi, 10 roubles, c'était 10 centimes américaines avec mhm, le temps d'échange dans le mhm, train. Et elle faisait comme ça, elle mhm. baissait mes pieds et tout ça, c'était incroyable. Et puis, je me suis rendu compte après que, quand je suis à Moscou, plusieurs semaines après, que j'ai pu voyager comme, parce que c'était pied copiec pour voyager en métro une Mhm. fois. Donc, ça c'est comme 200 voyages en métro, quelque chose que j'ai donné à cette femme. Mhm, d'accord. Wow. Donc, il y avait des choses bizarres comme ça. Il y avait aussi à Moscou, c'était fascinant parce qu'il y avait aussi des ambassades, comme l'ambassade de l'Australie, l'ambassade euh, de l'Allemagne et l'ambassade du Canada. Mhm, Les trois ambassades-là, si on a eu si on avait un passeport de l'Ouest, mhm, il y avait des bars. Et on pouvait entrer dans les bars et on pouvait être parmi les ambassadeurs et les diplomatiques et tout ça. mhm, Donc, pour un gamin de 20 ans, c'était incroyable aussi d'avoir une vie comme ça. C'était surréel. Dans l'expérience avec les trois familles où j'ai habité, il y avait bien sûr plutôt la vie normale soviétique et tout ça, mais on voyageait un peu, on voyageait bien pour la Lituanie aussi, et il y avait déjà un embargo, il y avait déjà un blocage. Les temps, par exemple, soviétiques avaient déjà fait leur ligne pour contrôler le peuple qui voulait leur indépendance, mhm, et il y avait des pénuries et tout ça. Donc, c'était difficile à trouver quoi manger. mhm, On a pu manger, on a pu trouver seulement des oreilles de cochon, par exemple, dans un restaurant, et rien mhm, d'autre. Euh, mhm, il y avait plein d'histoires bizarres comme ça à Minsk. On a voyagé pour Minsk et puis on était dans une queue pour ouais, et on sentait qu'il y avait, et c'était le moment pour nous pour le déjeuner et tout ça. C'était parfait, l'odeur et tout ça. Et mhm. puis on arrive, il y a une femme qui arrive avec une crière en bois. Elle grille, ah, Obied! Et j'ai dit à Igor qui était là, et, c'était lui l'autre pour ma deuxième famille. Et j'ai dit, mais au bied, c'est-à-dire que la bouffe, c'est-à-dire le manger, on est pour ça qu'on est là et tout le monde est en train de partir et se plaindre. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, oui, c'est pour les travailleurs de restaurant maintenant. C'est Ah, l'heure pour eux à manger. mhm, mhm, mhm. Ah, c'est bizarre, mais c'est quand même quelque chose qui est remarquable, un aspect de l'histoire qui reste toujours dans le mémoire. Bien sûr, les choses ont changé là-bas, mais ça a un impact psychologique. Par contre, tu as pu voyager à Taïwan et apprendre le mandarin et tu étais assez jeune à cette époque. J'ai aussi bien appris le mandarin, jamais allé à Taïwan, mais Pékin. Et alors, mon Ouais. expérience a été que après quelques années, si on ne poursuit pas continuellement le mandarin, facile à perdre. Et comment tu as Hmm. pu maintenir le mandarin pendant ces ans? Ah ouais, là, je suis toujours à HSK 4, Hmm, donc je peux toujours aller dans les textes à ce niveau-là et toujours apprendre quelque chose, mais toujours je peux me débrouiller. Donc j'ai toujours la possibilité, comme j'avais indiqué, que j'ai guidé un groupe
ici à Oslo. C'était il y a un an peut-être. Mais donc, ce que j'ai fait quand j'ai quitté le Taïwan, j'avais continué à étudier la langue. J'étais dans une université, dans un milieu comme ça, il y avait des Chinois. Donc, il y avait trois personnes de Taïwan. Il y en avait assez de personnes aussi de la Chine populaire. Donc, j'ai continué à parler et puis j'ai pris un bouquin que j'avais trouvé à Tufts University à Boston éventuellement, qui s'appelle Jungwo Herbal Bi Shadameg Wo. Ah, Donc, c'est-à-dire que c'est la vue de l'Amérique comme écrit dans le Jungwo Herbal, c'est-à-dire mhm. le, le journal de la Chine. C'est ça. Donc, donc j'ai utilisé ça. Donc, j'avais aussi pour la première fois quitté le système d'habitude de Bapa Mafa, le Zuin Fuhao, pour commencer avec le Pinyin. Oui, Et d'accord. puis de quitter les caractères traditionnels pour commencer avec les caractères simplifiés. Mhm. Et donc, j'avais fait un échange, donc j'ai aidé deux Chinoises avec l'anglais, et elles m'aidaient avec mon mandarin. Et puis quand j'ai quitté le Taïwan, j'avais trouvé un, un Chinois qui m'a vendu quelques livres aussi, et j'ai fait quelques leçons. Et puis, avec la technologie, ça a aidé beaucoup après ça, parce que C'est vrai. j'ai découvert Link de Steve Kaufman, et ça fait 3 ou 4 ans que j'ai un abonnement avec le Link. Donc, j- pratiquement tous les jours, je fais un petit peu avec ça au moins. Et donc, ça aide toujours à maintenir le niveau au moins HSK 4. Bien sûr, j'ai fait plusieurs leçons, peut-être 1 an ou 2 ans de leçons dernièrement de HSK 4. Mhm. J'ai fait la SIA et la SAN, tous les deux. Et je peux dire que il y a une partie que je peux utiliser, que je peux appliquer comme ça, et une partie toujours que il faut toujours révisiter. Mais ouais. Ouais, ça arrive. C'est pas facile nécessairement. Euh, Tu as parlé de tes expériences comme traducteur en assistance sociale, des gens qui ont besoin d'un interprète. Et ça me fait penser au multiculturalisme comme une institution dans beaucoup de pays à nos jours. De nos jours. Alors, Norvège est un pays multiculturel maintenant. Ils ont des Ouais, minorités, des gens qui viennent l'étranger. Ils ont une grande communauté pakistanaise qui a vécu là depuis les années ouais, 70 au moins. Et ils sont assez c'est vrai. prospères. Ils ont comme 4 membres de parlement qui sont d'origine pakistanaise. Mais maintenant, j'observe une transformation de la politique de multiculturalisme dans des pays tels que le Norvège. Alors, quelle est ton opinion de l'architecture d'intégration dans ce pays comme un agent qui participe avec les membres des deux côtés? Wow. Oui, c'est complexe. Euh, et il y a un spectre de la politique assez grande ici en Norvège. Et je crois que après quelques scandales dans le régime, il y avait un changement de la coalition. C'était en mars cette année. Donc, avec le changement de la coalition, je crois que c'était un pas vers l'avenir. Parce qu'avant, il y avait une coalition qui était présente plus ou moins 5 ans, qui était toujours dans les controverses. Euh, c'était difficile, c'était plus tense avec une coalition comme ça parce que c'était aux confines de- pas de tolérance et tout ça. Donc ça, c'est beaucoup mieux maintenant par égard à ça. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a un médecin que je suis sur la YouTube euh, et il est aussi d'origine pakistanaise et, euh,
il s'appelle Wassid. Et puis, son nom de famille, je vais trouver, mais et il a eu une question avec, avec son audience a demandé une fois s'il voit qu'il y a du racisme ou des problèmes comme ça. Et il a dit que non, il n'a pas vraiment rencontré personnellement euh, avec une fréquence de racisme comme on peut avoir peur d'avoir, où il y a toujours des histoires comme ça du racisme. Mais c'est aussi subtil. Il y a une personne qui a fini notre accélérateur, notre programme d'accélérateur il y a 2 ans, et elle a dit des questions qui peuvent arriver dans une entrevue qui sont comme si elle porte, par exemple, la, euh, la foularde et elle couvre La sa tête. voile, porter la voile. Oui, ouais, si elle porte la voile, euh, pour pas couvrir le visage, mais seulement au-dessus. Mhm. Elle a dit que des fois, ça peut arriver dans une entrevue, comme par exemple, ah, je vois que vous portez ça, donc est-ce que vous êtes confortable si on a une fête avec avec vos camarades de travail et on boit de la bière ou du vin ou de l'aquavit ou quelque chose? Est-ce que ça vous dérange? Des questions comme ça. Et pour elle, elle a dit que c'est gênant d'avoir des questions comme ça. Et Mhm. donc, Bien sûr. c'est une autre version du racisme, par exemple, de penser aux questions comme ça pendant une entrevue. C'est rien à voir avec le travail. Mhm. Donc, ouais. Mhm. D'accord. Et tu es né aux États-Unis. Combien de temps as-tu passé là-bas? Est-ce que tu es allé récemment? Quels sont les changements que tu as remarqués? Surtout auprès des langues. C'est plus multiculturel, moins Ouais. multiculturel. Comment ça va? Ouais, mes parents vivent toujours là, donc j'y vais régulièrement. J'avais 17 ans quand j'ai quitté, quand j'avais commencé ma vie internationale, on peut dire. Et puis, j'avais passé une bonne partie de mes études universitaires là, et puis une partie en France, et puis cette expérience en Union soviétique, et aussi une expérience en Amérique centrale. Quand j'avais commencé avec un cours d'espagnol, je suis parti pour l'Amérique centrale avant de finir mes études aussi. Donc, j'avais une expérience universitaire assez rare. Heureusement, j'étais boursier. Donc, chaque fois que j'ai pris un petit boulot, ça me donnait la possibilité d'utiliser cet argent pour les voyages, les billets d'avion. J'étais toujours très malin avec les points pour Mhm. les programmes de fréquence et tout ça pour l'utiliser bien. Et puis, j'étais pas vraiment sur mon assiette quand j'habitais aux États-Unis déjà, chaque fois que je rentrais pendant mes études universitaires. Et, et puis, ça change toujours politiquement. Il y a toujours une évolution et je me sens assez éloigné d'expérience. J'avais essayé de tirer mes parents pour la Grèce Mhm. une fois, mais j'ai pas réussi. Et maintenant, j'ai le droit de les installer ici en Norvège, Mhm. s'ils veulent bien, mais c'est difficile, c'est autre climat et tout ça, donc Mhm. c'est pas si évident, parce que je vois pas que je vais rentrer en Grèce maintenant. Donc, oui, c'est difficile à voir la situation avec la COVID-19, par exemple, la façon que que les personnes au régime contrôlent ou le manque de contrôle. Il y a la division qui existe maintenant. Et la première fois, par exemple, que j'ai vu la chaîne Fox News, c'était en Grèce en 2003.
J'avais à l'époque une satellite, le disque satellite, et j'avais comme 500 chaînes et je bougeais ici et là, et puis j'ai vu ça, et qu'est-ce que c'est que ça? C'est si bizarre. Mais je n'avais pas vraiment fait une analyse du pouvoir et ce qu'il y avait avec l'argent et tout ça, politique derrière tout ça. Il y avait tout un mouvement. C'était pas par hasard qu'une chaîne comme ça se paraît. Donc, ça continue depuis cette époque-là. Et j'espère qu'ils peuvent trouver une façon à guérir parce que ce qui est arrivé après avec le mouvement Black Lives Matter et tout ça, avec les émeutes etc., pendant une pandémie, c'est encore une folie. Donc, il faut vraiment un changement de mentalité. Il faut vraiment essayer de guérir le pays pour mettre ensemble un pays pendant des périodes difficiles parce que le pays n'est pas très unifié. Donc, c'est problématique. Tout à fait. Et parlons un peu de l'application des langues, surtout dans un contexte comme l'accélérateur et la technologie. Il y a une grande perte ou je crains, il y a des gens qui ont peur qu'on va avoir une grande perte de langue dans les prochains 10 ou 20 ans. Et un facteur là-dedans, c'est la technologie. Les gens qui sont plus connectés sont connectés à travers des langues dominantes. Et par conséquent, la propagation de leur langue indigène ou maternelle ne continue plus. Alors, quelle est ton opinion de la relation entre la technologie et la perte des langues, ou bien les bénéfices des technologies et des langues? Oui, c'est intéressant, c'est un thème. J'ai eu un peu d'expérience avec une langue morte qui s'appelle le Lenca hondureña. Et il y a peut-être 2 ans, j'étais un bénévole dans un projet avec Alan King, qui est décédé maintenant, et Richard Simcott, Mhm. pour la résurrection de la langue Lenca hondureña. Et malheureusement, le projet a été politisé. Donc, il y avait des fonds, comme si je me souviens, des fonds, par exemple, ou du soutien d'une partie politique. Et ça D'accord. devient politisé après. Et puis, euh, oui, on n'a pas continué. Mais si on pense à la technologie, bien sûr, on peut utiliser la technologie pour trouver les traces et puis pour donner des ambiances pour les personnes qui, qui veulent apprendre une langue morte comme ça. Aussi, une langue qui n'est pas encore morte, qui a toujours un espoir de se maintenir comme langue vivante. Mhm. Si on pense des générations, la technologie peut être une façon de joindre les générations ensemble pour donner une expérience. Il faut vraiment donner une motivation à la dernière génération parce que ce sont les jeunes qui doivent avoir une motivation pour continuer une tradition avec une langue. Parce que si la technologie existe, par exemple, le Facebook existe en Brésil, que en portugais et pas dans Yanomano ou quelque chose, c'est déjà une lacune qu'il faut mettre. Donc, il y a des exemples si simples que ça de lutter, de faire une lutte pour euh, la, pour que les plateformes existent dans les langues indigènes, par exemple, et qu'il y a toujours une relevance pour la dernière génération. Donc, il y a toujours, il y a plusieurs angles à voir la situation. Il y a l'angle de la motivation, de la relevance, et puis il y a aussi la technologie euh, comme, comme une façon qu'on peut utiliser pour l'apprentissage
et pour aussi construire un pont entre les générations pour qu'on puisse aussi accéder à l'information des âgés, des jeunes âgés qui parlent toujours cette langue, qui l'ont toujours comme une façon de communication chaque jour. Mais c'est assez problématique aussi. C'est difficile à donner une réponse si simple à un sujet si complexe que ça. C'est un sujet très complexe et c'est très pertinent parce que la technologie a des avantages, mais des désavantages très significatifs aussi. Et là, c'est une question qui est abordée, un sujet qui est abordé très souvent. Chez Hypea, on parle entre les membres aussi. Et Hypea est une organisation qui est très petite et très dynamique aussi. Mais chaque membre a une expérience différente de Hypea. Ils aperçoivent des manières différentes, ils pensent d'une manière différente. Ça dépend toujours de la personne. Et dans ce contexte, je voulais te demander, parce que tu as été un membre depuis très longtemps, si je ne m'abuse, tu as été un membre depuis 2017. Ça fait très longtemps déjà. Et pendant ce temps, quelle est ton opinion de la culture de Hypea et ses objectifs et tout ça? Ce qui est bien avec Hypea, il y a une formulaire à remplir. Donc, j'ai l'impression que je l'ai fait assez vite. Donc, une partie, c'est avec nos expériences, parce qu'il y a tant de richesses dans les langues. Donc, j'ai l'impression que je veux révisiter mon profil pour le remplir mieux parce que j'ai pas rempli. Une bonne initiative parce que là, il y a plein de richesses entre nous. Il n'y a pas seulement un formulaire, une page avec des informations, mais des histoires. Avec une entrevue, on peut aussi écouter des détails et puis demander encore des autres détails au fond. Donc, ça, c'est pour moi comme la deuxième partie. Et je peux imaginer maintenant, parce que j'aime bien utiliser le LinkedIn pour faire des connexions aussi. Donc, pour moi, je crois que je vais pouvoir aussi amplifier mon réseau à LinkedIn et puis des conversations qui peuvent exister aussi individuellement et des collaborations qui peuvent créer entre les gens ou des amitiés aussi. Donc ça, c'est bien. Finalement, je vois plutôt des possibilités que je n'avais pas vraiment vues il y a 3 ans, par exemple. C'est fascinant. J'aime toujours demander aux gens quelle est leur expérience parce que je vois une immense diversité. Ça dépend de l'âge, de la personne, du pays, etc., du niveau d'éducation. Et on n'est que 100 personnes, 110, 120 maximum. Et malgré cela, on est un microcosme de la société humaine en général. Étant donné la diversité qu'on offre dans un groupe aussi petit que ça. Alors, maintenant, j'aimerais bien te remercier, Dimitris, pour une très jolie conversation. On a pu découvrir beaucoup d'aspects de ta vie, non seulement l'apprentissage des langues, mais bien leur application dans plusieurs dimensions, beaucoup de pays, beaucoup d'époques aussi, des phases très critiques dans l'histoire de plusieurs pays. Ça est toujours le dynamisme que tu portes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment fascinant de voir quelqu'un être aussi bien doué dans les langues, qui développe son apprentissage et qui l'applique toujours. Alors, j'aimerais bien te remercier, Dimitris, pour cette jolie conversation. Merci, merci, c'est mon plaisir. Super content. Merci, Ousmane. Merci à toi. Et bonne journée. Et bonne journée. Ciao. Ouais. Ciao, ciao.